Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Le matin où Amira rentra au manoir Ataboal, l'air était lourd de non-dit. Elle était assise tranquillement à côté de Dami sur la banquette arrière de son SUV, vêtue d'une robe modeste mais élégante qu'il lui avait achetée. On était bien loin de l'uniforme délavé de femme de chambre qu'elle avait autrefois porté sur ces mêmes terres. Les agents de sécurité ouvrirent les portes à leur approche, mais leur visage exprimait l'incertitude. Certains hochèrent poliment la tête, d'autres se contentèrent de fixer du regard. Amira sentit le poids d'une centaine d'yeux invisibles se presser contre sa peau. Le manoir n'avait pas changé, haute colonne de marbre, vaste cour, pelouse immaculée, mais Amira, si. Et cela l'effraya plus qu'elle ne l'aurait cru. À l'intérieur, l'atmosphère était encore plus inconfortable. Le personnel accueillit Dami avec révérence, mais n'offrit à Amira que des sourires pincés. Tante Roque dissimula à peine sa désapprobation. « Bon retour, madame, dit-elle d'un ton sec, d'un ton plus amer que doux. Amira lui offrit un petit sourire poli en retour. « Merci, répondit-elle, refusant de laisser transparaître son malaise. Dami essaya de dissiper la tension et l'emmena à l'étage dans une nouvelle chambre, non pas les quartiers des domestiques, mais une suite luxueuse près de la sienne. « C'est ton espace maintenant, dit-il doucement. Elle hocha la tête, reconnaissante mais bouleversée. La chambre était belle, certes, avec des murs couleur crème, des rideaux de soie et un sol ciré, mais on ne s'y sentait pas chez soi. Pas encore. À mesure que la journée avançait, Amira sentait le silence autour d'elle s'alourdir. Elle passait le plus clair de son temps dans la suite, ne sachant ni où aller ni ce qu'elle avait le droit de faire. Même si elle n'était plus femme de ménage, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment de ne pas être à sa place. Dami, occupée par ses réunions et ses affaires familiales, venait souvent la voir, mais ne pouvait pas rester longtemps. « Ça ira mieux », lui assura-t-il. Mais Amira n'en était pas si sûre. Le soir, assise près de la fenêtre, contemplant le jardin qu'elle entretenait autrefois, elle se demandait si l'amour suffirait à survivre aux murs de cette maison, désormais plus haut que jamais. La première apparition publique officielle d'Amira eut lieu plus tôt qu'elle ne l'aurait souhaité. La compagnie du chef Ataboal organisait un grand gala de charité sur l'île Victoria, et toute la famille était attendue, y compris Dami et, par extension, elle-même. Dami insista pour qu'elle vienne, lui tenant la main à leur entrée dans la salle de bal remplie des personnalités les plus influentes et privilégiées de l'Ego. Les flashs éclatèrent et les appareils photos les suivirent, mais ce n'était pas l'attention qui perturbait Amira, mais les regards. Les yeux scrutaient sa silhouette, décortiquant sa robe, sa posture, sa peau. Les murmures n'étaient pas forts, mais ils étaient perçants. C'est elle ? Elle était domestique, non ? Une phase de rébellion typique. Amira essaya de les ignorer, mais le bruit sous la musique devint insupportable. Pendant le gala, Dami la présenta à quelques donateurs importants et à des amis de la famille. Certains affichaient de minces sourires, d'autres évitaient tout contact visuel. Une femme particulièrement effrontée, l'épouse d'un homme politique de premier plan, serrait ses perles contre elle et se penchait vers elle en disant « Vous devez être très courageuse, ma chère, de venir ici. » Amira se contenta de sourire. « Je ne suis pas venue pour eux, dit-elle doucement, je suis venue pour lui. » Dami remarqua un changement d'humeur et tenta de rester à ses côtés, mais son père l'entraînait sans cesse à discuter affaires. Amira resta seule près de la table des rafraîchissements pendant de longs moments, essayant de ne pas céder aux critiques. Quand la nuit fut enfin terminée et qu'ils retournèrent au manoir, Amira parla à peine. Dami sentit que quelque chose n'allait pas, « Parle-moi », supplia-t-il alors qu'ils étaient assis dans la voiture. « Je peux supporter d'être invisible, » dit-elle lentement. Mais je n'étais pas invisible ce soir, j'étais la cible. Et je ne sais pas ce qui est pire. Il lui prit la main. Ils ne te définissent pas. Nous le faisons ensemble. Elle hocha la tête, mais son silence persista. Cette nuit-là,
elle resta éveillée, réalisant quelque chose de dur, aimer Dami pourrait être la partie la plus facile. Survivre à son monde? C'était là le véritable défi. Le dîner de famille de cette semaine-là devait être formel, l'occasion pour les Adibowl de paraître unis après la tempête médiatique entourant la relation de Dami et Amira. Amira s'habilla avec soin, choisissant une longue robe bleue douce que Dami lui avait offerte. À leur arrivée dans la grande salle à manger, elle fut accueillie par plusieurs visages qu'elle ne connaissait pas, tante, oncle, cousin. Le chef Adiboville était assis au bout de la table, tel un roi silencieux. Tandis qu'il prenait place, l'air vibrait d'une tension polie. Les couverts tintaient, les verres se remplissaient, et les conversations allaient bon train autour de tout le monde, sauf autour d'elle. Puis la porte s'ouvrit et une femme grande et élégante entra, ses talons claquant sur le sol en marbre. « Tola » murmura Dami, visiblement irritée. C'était sa cousine, posée, glaciale, connue pour sa subtile cruauté. Tola sourit légèrement à Amira et prit place en face d'elle. « Alors, tu es la fille dont on a tant entendu parler, dit-elle d'une voix douce et empoisonnée. Tu es plus courageuse que je ne l'aurais cru. Cette famille n'est pas accueillante. » La table rit nerveusement, incertaine de savoir s'il s'agissait d'une blague ou d'une menace. Amira hocha simplement la tête. « Je ne suis pas venue ici pour être accueillie. Je suis venue parce que Dami me l'a demandé. » Le silence s'est installé dans la salle. Le chef Ataboal prit la parole pour la première fois, d'une voix sèche et posée. « Dis-moi, Amira, quelles sont tes intentions ?» La question pesait lourd. Les mains d'Amira se crispèrent sur ses genoux. De l'aimer. De le soutenir. Et de rester s'il veut encore de moi. Le visage du vieil homme était indéchiffrable. « On verra bien, dit-il, puis il retourna à son repas. Dami posa sa main sur la sienne sous la table, un geste discret de réconfort. Mais Amira le sentait, la bataille avait commencé. Et ce n'était plus seulement pour l'amour. C'était pour l'espace, la dignité et le droit d'exister dans un monde qui ne la voulait pas. Amira n'avait jamais imaginé que la solitude pouvait être aussi forte. Chaque couloir du manoir résonnait d'isolement. Malgré son amour pour Dami, elle ne pouvait ignorer à quel point tout lui semblait étranger, l'étiquette, le silence, les masques. Le son des voix de ses voisins, les rires des enfants dans son ancienne propriété, la chaleur des marchés et les anecdotes partagées autour d'un riz jollof fumé lui manquaient. Ici, elle était une invitée dans le monde de Dami, pas une partenaire. La demeure était belle, certes, mais c'était aussi un palais politique, où chacun de ses faits et gestes était observé, mesuré et jugé. Pendant ce temps, Dami croulait sous les responsabilités. Les médias ne cessaient de le harceler, les actionnaires paniquaient pour son image, et le chef de la baleine comestible le poussait à participer à de plus en plus de réunions du conseil d'administration. Amira remarqua le changement, il devint distant, distrait, toujours ailleurs. « Je fais ça pour nous, disait-il. » Mais on ne se sentait plus comme ça. Il rentrait tard, l'embrassait sur le front et s'effondrait dans son lit. Il ne s'était pas assis pour discuter depuis des jours. Elle se retrouva à germer, à exprimer ses pensées, ses peurs, son désir de quelque chose de plus simple, de plus honnête. Un soir, après le dîner, elle prit enfin la parole. « Tu t'es déjà demandé si c'était une erreur ?» demanda-t-elle. Dami parut stupéfaite. « Que veux-tu dire ?» Elle hésita. « Pas nous, mais moi, ici. J'essaie de m'intégrer dans une vie qui n'a jamais été faite pour quelqu'un comme moi. » Dami s'approcha et prit doucement son visage entre ses mains. « Tu n'as pas à t'intégrer à quoi que ce soit. Nous construisons quelque chose de nouveau, ensemble. » Mais alors même qu'il le disait, elle pouvait lire l'épuisement dans ses yeux. Ils se battaient tous deux pour le même rêve, mais de camps opposés. Et pour la première fois depuis leur amour, Amira doutait de leur victoire. L'histoire s'est d'abord répandue discrètement, une publication anonyme sur un blog People, puis des murmures sur Twitter, suivis d'accusations plus élaborées sur Instagram. Qui est vraiment Amira Okonkwo,
demandait le titre. Le message faisait allusion à des éléments de son passé, à l'histoire de sa famille, à des rumeurs de vol mineur commis par son défunt oncle et à une photo granuleuse de sa mère en uniforme de femme de chambre délavée dans le manoir Ataboal, il y a des décennies. Damy a fait irruption dans la salle de presse en la voyant. « Il déterre sa famille », hurla-t-il. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle est devenue. Mais l'incendie avait commencé et se propageait rapidement. Amira a vu la publication en faisant la lessive et son cœur s'est serré. Elle ne savait même pas que quelqu'un avait pris cette photo de sa mère. C'était comme si toute son histoire avait été déchirée. Cette nuit-là, elle pleurait doucement dans leur chambre, honteuse d'un passé qu'elle ne pouvait changer. Damy essaya de la consoler. « On va les poursuivre en justice. Je vais découvrir qui est derrière tout ça. » Mais Amira secoua la tête. « On ne peut pas combattre une tempête à main nue, Damy. Ils ne veulent pas la vérité. Ils veulent du sang. » Elle détourna le regard. Peut-être avait-il raison. Peut-être que je n'aurais jamais dû revenir. Mais la douleur dans sa voix ne fit que renforcer la détermination de Damy. Il quitta la pièce, arpentant les couloirs, appelant tous ses contacts. Quelqu'un avait, quelque part, fomenté cette histoire, et il allait le retrouver. Non seulement pour protéger Amira, mais pour prouver que l'amour n'était pas une faiblesse. C'était une révolution. Et il était prêt pour la guerre. L'odeur des cacahuètes grillées, du charbon de bois brûlant et la faible mélodie du gospel diffusé par un kiosque voisin accueillirent Amira lorsqu'elle pénétra dans le quartier qu'elle avait autrefois considéré comme son foyer. Cela faisait des mois qu'elle n'avait pas arpenté ces rues poussiéreuses, mais elle lui semblait comme une couverture chaude et familière contre le jugement glacial du manoir Ataboal. Elle portait des lunettes de soleil et un foulard pour éviter d'attirer l'attention, mais le commerçant la reconnaissait quand même. Certains lui firent signe de la main. D'autres murmuraient. Elle n'était pas là par nostalgie, elle avait besoin de réponses. Dans l'ancien appartement de sa mère, désormais abandonné et cadenassé, elle fouillait dans une boîte contenant des effets personnels de famille, offerte par un ami d'enfance. Et là, coincée entre de vieux calendriers et des livres de prières usés, se trouvait une photo défraîchie, sa mère en uniforme de mage, debout dans le vieux domaine d'Ataboal. Ses mains tremblaient. Elle fixa longuement la photo, puis se dirigea vers une petite maison peinte en jaune, non loin de la route principale. Tante Rongue vivait là pendant ses jours de congé, et si quelqu'un connaissait la vérité, c'était bien elle. Quand Amira frappa, la vieille dame ouvrit et se figea, le visage crispé. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle. « J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé entre ma mère et les Ataboal, » dit Amira. Tante Rongue soupira, son regard parcourant le quartier. Certaines choses devraient rester enfouies, Amira. C'est la seule façon de survivre dans leur monde. Mais Amira n'a pas bougé. Je n'essaie pas de survivre. J'essaie de l'empêcher de m'engloutir tout entier. Tante Rongue détourna le regard, la voix basse. Ta mère a été congédiée parce qu'elle avait osé parler. Elle aimait quelqu'un qu'elle n'aurait pas dû aimer. Et elle en a payé le prix. Ils l'ont effacée. Et maintenant, l'histoire se répète avec toi. La gorge d'Amira se serra. Elle était venue en quête de vérité, mais elle la brûlait plus qu'elle ne l'avait imaginé. Les ombres dans le manoir n'étaient pas seulement anciennes, elles étaient héritées. Ce soir-là, en rentrant au domaine, elle ne franchit plus le portail de la même manière. Elle le franchit en sachant qu'elle ne luttait pas seulement contre un jugement, mais contre un héritage de silence. Le piège était tendu avec précision. Tola avait toujours été stratégique, intelligente, posée et dangereuse. Elle invita Amira à un brunch familial privé dans son appartement, insistant pour qu'elle discute entre femmes. Damy était en déplacement pour une conférence, et Amira, lasse de la confrontation mais avide de résolution, accepta. Le cadre était soigné, pain perdu, jus de fruits frais et jazz doux en fond sonore. Mais sous ces politesses, le venin bouillonnait. « Tu crois vraiment que l'amour te protégera ici » demanda Tola d'un ton désinvolte en sirotant une gorgée de sa flûte de cristal.
Tu n'es qu'une phase, Amira. La rébellion de Dami. Quand il se lassera de jouer au papa et à la maman avec la servante, tu seras celle qui restera en cendres. Amira essaya de garder son calme, refusant de se laisser transpercer par les paroles de Tola. Mais alors qu'elle se levait pour partir, un ami de la famille entra par hasard et salua Amira d'un baiser facile, inoffensif et désinvolte. Ce n'est que plus tard qu'elle a réalisé qu'une caméra cachée l'avait filmé sous le bon angle. 2 jours plus tard, les images étaient partout. Amira, surprise avec un autre homme, criait les gros titres. Dami était encore à Abuja lorsque la nouvelle est tombée. À son retour, la maison était en plein chaos. Les journalistes se pressaient devant les portes. Les hashtags ont fait fureur du jour au lendemain. Les avocats du chef Adebowale ont tenté de limiter les dégâts, exigeant des déclarations. Dami n'y a pas cru une seconde. Mais le reste de Lagos n'était pas aussi bienveillant. Amira était dévastée. Non seulement par le mensonge, mais aussi par la facilité avec laquelle le monde l'avait avalé. C'est ce qu'il voulait, dit-elle à Dami dans leur chambre, les yeux rouges. Me faire paraître petite. Jeter. Dami lui prit la main. Alors nous ripostons, pas seulement contre eux, mais pour nous. Mais même en disant cela, sa voix tremblait. Il savait que Tola n'en avait pas fini. Elle n'avait jamais perdu et elle ne s'arrêterait pas tant qu'Amira ne serait pas partie pour de bon. Le rassemblement de la famille Adebowale avait pour but de restaurer la confiance du public. La presse était présente, les caméras étaient soigneusement positionnées et chacun était en tenue diplomatique. Amira portait du blanc, un subtil message d'innocence. Mais la tension était loin d'être irréprochable. Tola s'approcha d'elle près de l'escalier pendant la réception, la voix basse, les mots tranchants comme du verre brisé. Tu as de la chance que je n'ai diffusé que cette vidéo. Si je le voulais, je pourrais t'effacer de sa vie en un clin d'œil, ricana-t-elle. Amira tenta de s'éloigner, mais Tola la suivit, ses mots suivant la frappant profondément. Comme ta mère, effrontée et mesquine. Pas étonnant qu'elle ait fini par être oubliée. La gifle fut instantanée, vive, forte, et captée par au moins 3 téléphones. Des halètements résonnèrent dans la pièce. Tola recula en titubant, stupéfaite, les joues rouges. Pendant un instant, tout s'est figé. Puis tout a explosé. Les journalistes ont afflué. Des membres de la famille sont intervenus. Le chef Adebowale a crié au calme. Dami a couru vers eux et a attrapé Amira, mais il était trop tard. La gifle est devenue virale avant même qu'il ne quitte la fête. Amira n'a pas attendu qu'on lui dise de partir, elle a fait ses bagages le soir même. Je ne les laisserai pas me réduire en scandale, a-t-elle dit à Dami. Il la supplia de rester, mais son cœur s'était déjà fermé. Tu dis qu'on est tous dans le même bateau, mais je suis le seul à saigner. Elle partit sans destination, juste la détermination de respirer à nouveau. Dans un petit appartement éphémère de Yaba, Amira s'est finalement effondrée. La douleur n'était pas seulement une humiliation, c'était un déchirement. C'était de voir tout ce qu'elle avait construit avec Dami brûler à cause d'une allumette qu'elle n'avait même pas allumée. Mais elle ne regrettait pas la gifle. Pour une fois, elle avait défendu sa mère et elle-même. Dami était assise sur le canapé du bureau du docteur Ifeoma, paraissant plus petite qu'elle ne l'avait jamais vue. L'homme confiant qui avait soutenu Amira dans les affres du feu avait disparu. Il semblait désormais perdu, coincé entre les attentes de son père et son cœur brisé. Je pensais être assez fort, admit-il, la voix brisée. Mais je ne pouvais pas la protéger. Ni d'eux, ni de tout. Le docteur Ifeoma se pencha doucement en avant. La force ne consiste pas à protéger les autres de la douleur, Dami. Il s'agit de les soutenir dans cette épreuve. Il regarda par la fenêtre. Mais elle avait disparu. Encore une fois. Et je ne sais pas si elle reviendra un jour. Ailleurs à Lagos, Amira était assise dans un parc près de son nouvel appartement, écoutant du gospel chanté par un pasteur de rue. Elle n'avait dit à personne où elle était, pas même à sa meilleure amie.
Elle avait besoin de silence, de clarté. C'est alors que le chef Ataboal est apparu. Sa présence était comme un orage qui s'abattait sans prévenir. Il s'est assis à côté d'elle sans demander son avis. Je lui ai dit d'arrêter, a-t-il dit sèchement. Tu n'as pas ta place dans notre monde. Et au fond, tu le sais. Amira ne répondit pas, si tu l'aimes, continua-t-il, alors quitte-le. Ne l'entraîne pas dans sa chute. Ces paroles la blessèrent, mais elles la confortèrent dans sa détermination. La seule personne qui l'entraîne dans sa chute, c'est toi, dit-elle en se levant. On préférerait le voir brisé et obéissant plutôt qu'aimé et libre. Elle le laissa assis là, stupéfaite. Ce soir-là, elle se regarda dans le miroir et réalisa que quelque chose avait changé. Elle avait fui la douleur, le pouvoir, le poids d'être trop lourde. Mais plus maintenant. Elle n'était plus seulement une femme de ménage, ni la petite amie de Dami, ni un scandale social. C'était une femme qui avait survécu. Et maintenant, elle était plus que ça. La nausée arriva en premier. Puis les vertiges. Amira les a balayés du revers de la main, les prenant pour du stress, jusqu'à ce que ses règles ne viennent jamais. Elle était assise dans une petite clinique, le cœur battant, tandis que l'infirmière revenait avec les résultats. « Tu es enceinte », dit-elle doucement. Le monde d'Amira bascula. L'infirmière lui demanda si elle allait bien, mais elle ne put qu'acquiescer. Un bébé. Le bébé de Dami. Cette pensée la remplissait à la fois de chaleur et d'effroi. Dans quel monde cet enfant naîtrait-il? Serait-il élevé dans l'amour ou la guerre? Pourrait-elle y suffire, seule? Elle rentra chez elle et resta assise près de la fenêtre pendant des heures, le ventre serré, sans s'en rendre compte. Elle ne le dit pas à Dami. Pas encore. Quelque chose au fond d'elle lui disait d'attendre, de découvrir qui elle était avant de devenir mère. Elle commença à envisager différentes options, quitter Lagos, prendre un nouveau départ à Ibadan, élever son enfant loin des flashs des appareils photo et des murmures cruels. Mais chaque fois qu'elle imaginait partir, elle voyait le visage de Dami. La façon dont il lui tenait la main pendant les orages. La façon dont il souriait quand elle parlait de livres. La façon dont il s'effondrait quand elle partait. Cette nuit-là, elle lui écrivit une lettre, non pas pour l'envoyer, mais juste pour apaiser son cœur. « Tu m'aimais quand j'étais invisible », écrivit-elle. « Maintenant, le monde me voit, et je ne sais plus qui je suis devenu. Mais une part de toi grandit en moi. Et ça, Dami, cette part, c'est de l'espoir. » Elle plia la lettre, la déposa dans une boîte et murmura à son enfant à naître, « Je ne sais pas ce que demain me réserve. Mais je te le promets, je me battrai pour toi. » C'est le docteur Ifeoma qui l'a retrouvé. Pas physiquement, mais grâce aux miettes émotionnelles qu'Amira avait laissées derrière elle, une visite à un groupe de soutien local, un nom sur le dossier d'un patient, une prière familière murmurée trop doucement pour être ignorée. Elle s'est tournée vers elle, non pas en tant que thérapeute, mais en tant que personne ayant vu deux âmes brisées trouver la force l'une dans l'autre. Ainsi, un matin brumeux, dans un modeste café près de Yaba, Amira leva les yeux de son thé et trouva Dami debout, le regard fatigué, la voix brisée. « J'ai cherché partout, dit-il. » Elle n'a pas réagi immédiatement. Elle était toujours en colère. Toujours effrayée. Mais une partie de son cœur s'est emballée à sa vue. Ils sont restés assis pendant des heures. Sans caméra. Aucune accusation. Juste la vérité. Dami s'est excusé, non pas de l'aimer, mais de ne pas s'être battu plus fort au moment le plus important. J'aurais dû te protéger d'eux. De tout. J'ai laissé le bruit nous submerger. Les yeux d'Amira s'emplirent de larmes. Je ne voulais pas que tu me protèges. Je voulais que tu restes à mes côtés pendant que je combattais. Puis, lentement, douloureusement, elle lui parla du bébé. Il en eut le souffle coupé. Tu es enceinte? Elle hocha la tête. Je ne te l'ai pas dit, car je n'étais pas sûr de pouvoir faire confiance au monde que nous construisions.
Ses mains tremblaient tandis qu'il attrapait les siennes par-dessus la table. « Je ne veux pas du monde. Je te veux. Et notre enfant. Quoi qu'il en coûte. » Ce soir-là, ils rentrèrent à son appartement, non pas avec des feux d'artifice, mais avec chaleur. Dami n'exigea pas le pardon. Il le gagna, petit à petit, mot à mot, souffle après souffle. Et tandis qu'elles étaient allongées l'une contre l'autre sous la douce lumière du ventilateur de plafond, Dami murmura à son ventre, « Tu es déjà aimé. » Pour la première fois depuis des semaines, Amira dormit paisiblement. Car l'amour n'était pas une question de victoire. Il s'agissait de revenir, encore et encore, même quand le monde voulait vous voir partir. Le scandale qui avait failli détruire Amira éclatait enfin. Dami n'avait jamais cessé de creuser. Il a remonté la source de la vidéo virale jusqu'à un détective privé engagé par un membre de la famille. Puis est arrivé le dernier élément, un message vocal enregistré accidentellement par un assistant familial. Dans ce message, Tola s'amusait en disant que la vidéo était un appât parfait. C'était une preuve. Froide. Claire. Accablant. Dami n'a pas attendu la permission. Il a divulgué l'information anonymement à la presse et a laissé le monde entier dévorer la vérité. En quelques heures, le nom de Tola était devenu tendance, mais cette fois, en disgrâce. Les alliés l'ont abandonné. Les soutiens ont diminué. Son image soigneusement soignée s'est effondrée. Le chef Adebowa l'a convoqué Dami dans son bureau en silence. Pour une fois, la conversation n'a pas été houleuse. C'était lourd. « Tu as choisi ton camp » dit le vieil homme d'une voix rauque. Dami hocha la tête. « J'ai choisi l'amour. J'ai choisi la vérité. J'ai choisi la guérison. » Le chef détourna le regard. Il avait vu trop de guerres se terminer avec plus de blessures que de paix. Et maintenant, debout au milieu des ruines du contrôle, il voyait son fils, non seulement comme un rebelle, mais comme un homme en voie de guérison. « Elle porte ton enfant » demanda-t-il doucement. Dami hocha de nouveau la tête. Il y eut un silence, puis, protégez-les. Tous les deux. Férocement. Pendant ce temps, Amira observait la réaction du public avec des émotions mitigées. Certains se sont excusés. D'autres ont disparu. Mais l'important était que la vérité ait été révélée au grand jour. Elle n'avait plus besoin de se rétracter. Plus besoin de défendre chaque souffle. Son silence, autrefois déformé, était désormais lourd de sens. Elle n'était pas seulement l'amante de Dami. Elle était sa partenaire. Et leur enfant méritait un monde où la honte ne s'installerait pas en son nom. Amira est revenue au manoir Adebowa la tête haute. Elle ne portait ni vêtements de marque ni maquillage excessif. Elle affichait une certaine assurance et un ventre rond sous sa robe fluide. La même porte qui semblait autrefois trop haute s'ouvrit alors sans hésitation. Le même personnel qui autrefois chuchotait dans son dos lui adressait maintenant des sourires sincères, des salutations hésitantes, voire de doux hochements de tête respectueux. Tante Ronque se tenait en haut des escaliers, les bras croisés, les lèvres pincées. Amira se raidit un instant, mais la vieille dame dit « Bienvenue, madame. Nous avons gardé votre chambre comme vous l'aimez. » Il n'y faisait pas chaud. Mais c'était quelque chose. Et Amira l'accepta avec grâce. Dami la retrouva dans le hall, visiblement soulagée. Il l'embrassa sur le front et murmura « C'est différent maintenant, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête. « C'est comme moi aussi. » Les jours suivants passèrent tranquillement. Amira déballa lentement ses affaires. Elle visita à nouveau le jardin, son jardin, et remarqua une nouvelle vie germer dans la terre même où elle avait pleuré. Le manoir n'était pas parfait. Mais c'était une guérison. Et elle aussi. Le personnel a commencé à l'inclure dans les réunions matinales. Le chef lui a demandé son avis sur les menus. La gouvernante a plaisanté en disant qu'elle avait envie de soupe au poivre comme celle d'Amira. C'était subtil, mais authentique. Un soir,
Amira se tenait devant le même miroir où elle doutait autrefois de sa place dans la maison. Elle voyait alors une femme qui avait survécu à l'incendie et à la trahison, qui avait tenu bon et retrouvé son chemin, non pas comme domestique, ni comme invitée, mais comme une femme qui avait tout changé en refusant simplement d'être effacée. Elle posa une main sur son ventre et murmura, « Notre place est ici. » Dami et Amira étaient assises côte à côte sur la table de thérapie, les mains jointes, le cœur ouvert. Le docteur Ifeoma leur sourit doucement. « Vous avez fait du chemin, dit-elle. » Amira hocha la tête. « Mais nous ne voulons pas perpétuer de vieilles blessures dans ce nouveau chapitre, ajouta-t-elle. Les séances sont devenues leur sanctuaire, un espace où Dami a appris à partager sans peur, où Amira a appris à se reposer sans culpabilité. Il parlait de parentalité, de traumatisme générationnel, de l'amour qui n'était pas une garantie de paix, mais un engagement à revenir l'un vers l'autre encore et encore. À la maison, les choses changeaient. Le chef Atabowal devenait plus calme, plus observateur. Il intervenait moins souvent. Une fois, il apporta même des tranches de mangue à Amira lorsqu'elle lui fit part de ses envies. Ce n'était pas une excuse, pas des mots. Mais c'était sa version. Le manoir ne ressemblait plus à un champ de bataille. Il devenait quelque chose de nouveau. Un dimanche après-midi, toute la famille, personnel compris, s'est réunie pour un barbecue dans le jardin. Dami a fait des grillades. Amira a ri avec la femme du chauffeur. Le chef dansait avec les enfants du jardinier. C'était imparfait, mais c'était réel. Plus tard dans la soirée, Amira était assise sur le porche avec Dami. « Tu crois qu'on est prêt ?» demanda-t-elle. Il sourit et posa sa main sur son ventre. « On ne sera jamais prêt. Mais nous serons toujours prêts. » Elle lui sourit en retour. Le bébé donna un coup de pied. Et comme ça, ils ont compris que la famille n'était pas un titre. C'était une décision. Et ils se choisissaient chaque jour. C'était un lundi matin lorsque le chaos s'est installé. Dami venait d'entrer dans une réunion tendue avec des investisseurs lorsque son téléphone a vibré à plusieurs reprises. Le nom d'Amira s'est affiché à l'écran, suivi du message « Ça se passe ». La panique se heurta au protocole. Il s'excusa brusquement, ignorant les haussements de sourcils des membres du conseil. La circulation était dense et la ville avançait trop lentement pour l'urgence qui le brûlait. Pendant ce temps, au manoir, Amira avait commencé à accoucher prématurément. La maison s'était mise en branle. Tante Ronde prit les choses en main avec enthousiasme, aboyant des instructions, calmant Amira et libérant l'espace dans le salon. Le personnel du manoir, autrefois observateur passif, devint protecteur. Le chauffeur appela une ambulance. Le chef prit la main d'Amira. Une des servantes plaça des oreillers sous son dos et murmura des prières en yoruba. Malgré la douleur, Amira appela Dami, mais il n'était pas encore arrivé. Et puis, tandis que la sirène de l'ambulance hurlait à la porte, le bébé arriva. Rapide. Féroce. Magnifique. Une fille. Enveloppée dans un linge propre et bercée par des mains qui, autrefois, la jugeaient, la rachetaient désormais. Lorsque Dami franchit enfin la porte d'entrée, en sueur et affolée, il la trouva au repos, fatiguée mais rayonnante, leur fille dormant paisiblement contre elle. Il s'effondra à côté d'elle, l'embrassa sur le front, puis sur la petite main du bébé. « Vous êtes tout pour moi » murmura-t-il. Amira, les larmes aux yeux, lui répondit « Nous t'attendions ». À l'extérieur, les Legos bourdonnaient de vie, mais à l'intérieur du manoir, le temps s'était arrêté. Un nouveau chapitre commençait, non pas avec perfection, mais avec présence. Et c'était suffisant. Les pleurs du bébé résonnaient doucement dans le couloir tandis que Dami se tenait à la porte de la nurserie, regardant Amira bercer leur fille. Le soleil entrait doucement dans la pièce, caressant le visage du nouveau-né comme une bénédiction silencieuse. Tout le monde avait demandé son prénom, les journalistes, le personnel, même le chef Adebowal, mais Dami avait attendu. Il voulait le moment idéal. Et maintenant, il était arrivé.
Elle s'appelle Oluwafin Maleo Aderimi, dit-il d'une voix basse et respectueuse. Amira leva les yeux, son regard doux. Fimi, pour ta mère? Il hocha la tête. Et Rimi pour la tienne. Un rappel que ce qu'ils ont tenté d'enterrer, nous l'avons ressuscité. Le chef Adebowale resta silencieux un long moment sur le seuil. Puis, lentement, il entra dans la pièce. Sa démarche était plus lente, plus réfléchie depuis le scandale et ses récents soucis de santé. Puis-je, demanda-t-il. Amira hésita, puis lui tendit doucement le bébé. C'était la première fois qu'il la tenait dans ses bras, l'enfant né d'un amour autrefois rejeté. Tandis qu'il berçait le petit bout de chou dans ses bras burinés, quelque chose changea sur son visage, un adoucissement, une délivrance. « Tu l'as bien nommé, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque. Elle porte la paix et la force. » Pour la première fois, Dami voyait son père comme plus qu'un simple gardien. Il voyait un homme essayant de réécrire sa propre fin. Plus tard dans la soirée, Amira sortit prendre l'air dans le jardin. Le vent était doux, les arbres bruissaient comme des berceuses. Elle leva les yeux au ciel et murmura à sa mère, « Elle porte ton nom. Et je l'élèverai avec ton courage. » Une nouvelle génération avait commencé, non pas avec l'argent, mais avec du sens. Non pas avec le statut, mais avec une histoire. Et c'était magnifique. Juste au moment où la situation semblait s'être apaisée, le serpent frappa à nouveau. Tola, rejeté, publiquement déshonoré et privé de ressources financières, réapparut avec une menace. Elle avait récupéré des images cachées datant d'il y a des années, une conversation privée entre le chef Adebowale et une personnalité politique où des affaires douteuses avaient été évoquées. Ce n'était pas illégal en soi, mais cela aurait suffi à ternir le nom d'Adebowale en cas de fuite. Elle a envoyé les images à Dami avec un message, m'a coupé la parole, et j'ai tout brûlé. Dami était furieuse, mais avant qu'il puisse réagir, le chef Adebowale la convoqua. Ils se rencontrèrent non pas dans la salle de réunion, mais dans le jardin familial, de tous les endroits. Tu as toujours été intelligent, Tola, dit le vieil homme, assis calmement. Mais l'intelligence sans honneur transforme le poison en ambition. Tola, vêtu avec élégance mais avec des ombres dans les yeux, se pencha en avant. Ne me fais pas la morale. Vous avez fait de cette famille un champ de bataille. J'ai juste appris à mieux tirer que vous tous. Le chef la fixa longuement. Alors c'est ici que votre guerre s'arrête. Il n'a pas supplié. Il n'a pas menacé. Il l'a publiquement mise au défi, publiant une déclaration reconnaissant des erreurs de jugement passées et des conflits familiaux non exprimés. Il a présenté cela comme un engagement de transparence, prévenant ainsi tout dommage qu'elle pourrait causer. Ce faisant, il a rendu ses munitions inutiles. Lorsqu'elle réalisa qu'elle avait été déjouée, Tola quitta le manoir en trombe pour la dernière fois. Dami l'observait depuis le balcon, tenant sa fille dans ses bras. Elle réessayera, dit-il. Mais Amira, à côté de lui, secoua la tête. Elle ne le fera pas. Car pour la première fois, on ne combattait pas le feu par le feu. Tu l'as combattu avec la lumière. Amira se tenait devant le centre communautaire de son ancien quartier, un micro à la main et le cœur sur la main. Derrière elle, la santé mentale rouge de Bané n'est pas un luxe, flanquée de fresques colorées de guérison et d'unité. C'était leur premier grand événement sous l'égide de la nouvelle fondation qu'elle et Dami avaient cofondée, les espaces de soutien et de sécurité Rémi pour les Nigérians de la classe ouvrière. Dami est arrivé en retard, sortant tout juste d'une table ronde d'entreprise, mais lorsqu'il est monté sur scène à ses côtés, la foule a déferlé. Il ne s'agit pas de charité, a déclaré Amira au public. Il s'agit de restaurer. De veiller à ce qu'aucune femme de ménage, aucun chauffeur de bus, aucun commerçant n'ait à souffrir en silence. Dami suivit, la voix calme et posée. Quand je me noyais, ce n'est ni un médecin ni un PDG qui m'a sorti de l'eau. C'est quelqu'un qui m'a vu alors que je ne me voyais pas. Cette personne est à mes côtés aujourd'hui. Les applaudissements furent tonitruants. Plus tard,
alors qu'ils parcouraient les rues poussiéreuses familières, celle-là même où Amira avait autrefois envisagé de retourner en courant, ils furent accueillis non pas comme des célébrités, mais comme des voisins. Des enfants couraient à leur côté, des gens leur serraient la main, des anciens bénissaient leur union. C'était un monde que Dami craignait autrefois. Maintenant, il s'y enracinait. Ce soir-là, sous un ciel étoilé, ils dansèrent dans la cour au son de la radio d'un voisin, Amira pieds nus, Dami décalé, tous deux riant. Deux mondes étaient entrés en collision. Et de cette collision, quelque chose de concret avait explosé. La demande en mariage n'était pas prévue. Pas vraiment. Dami avait porté la bague pendant des semaines, attendant le moment idéal. Mais la perfection n'avait jamais été leur priorité. Alors, quand Amira se tenait à l'entrée du centre communautaire un après-midi, leur fille sautillant sur sa hanche, son sourire plus éclatant que le soleil, il savait. Immédiatement. Immédiatement. Il s'agenouilla, ignorant les halètements, les spectateurs, les appareils photo des téléphones. Amira Okonkwo, tu m'as vu au plus mal et tu m'as quand même tenu dans tes bras. Tu m'as donné la paix, un enfant et une seconde chance en tout. Je ne veux pas d'un amour parfait. Je veux le nôtre. Veux-tu m'épouser? Les yeux d'Amira s'illuminèrent instantanément. Leur fille, qui trottinait à côté d'eux, frappait dans ses petites mains en poussant des cris de joie. La foule riait et acclamait Amira tandis qu'elle hochait la tête malgré ses larmes. Oui. 1000 fois oui. Il ne se souciait ni des diamants ni des communiqués de presse. La bague était modeste, l'instant était brut. Mais l'amour? Il était inébranlable. Cette fois, il n'y avait ni peur, ni honte, ni hésitation. Juste la clarté. Juste un engagement. Et les échos de joie résonnant sur les murs même où leur voyage a commencé. Le mariage a eu lieu dans le jardin du manoir Ataboal, ce même jardin où Dami et Amira ont autrefois échangé silence et regards, crainte et espoir. Mais maintenant, tout était éclatant de couleurs, de rire et de vie. La liste des invités était restreinte, seulement ceux qui comptaient. Pas de tabloïd. Pas d'élite qui s'était moquée d'elle autrefois. Juste une famille, choisie et authentique. Amira portait une robe simple, confectionnée par une femme de son ancien quartier. Dami portait une ikbata traditionnelle, de la même couleur que sa robe. Leur fille se dandinait dans l'allée, des pétales de fleurs dans ses petites mains, tout en riant. Le chef Ataboal prononça un bref discours, conclu par des paroles qui stupéfièrent tout le monde. En Amira, je vois l'avenir de cette famille. Et dans leur amour, je vois l'homme que j'aurais aimé être. La foule se tenait là, silencieuse et respectueuse. Leur vœu était brut et spontané. Dami avait promis d'écouter même quand le monde était bruyant, et Amira avait juré de ne plus jamais laisser les ombres gagner. Elle ne se promettait pas une vie parfaite. Ils se sont promis un vrai mariage. Et lorsqu'ils se sont embrassés, le jardin tout entier s'est enflammé. Plus tard, alors que le soleil disparaissait à l'horizon et que leur fille dansait pieds nus dans l'herbe, Amira a murmuré à Dami, ce n'est pas un conte de fées. Il sourit. Non. C'est mieux. C'est à nous. Et à cet instant, le manoir n'était ni une prison ni un piédestal. C'était une maison bâtie sur l'amour, marquée par le feu, mais magnifiquement immobile. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Laissez également un commentaire et activez les notifications de publication.